Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Mon invitée aujourd'hui est Anaïs Bouton, journaliste, présentatrice sur LCI. Elle y anime la matinale en toute liberté. Depuis plus de 20 ans, elle exerce ce métier dans des environnements où la parole engage, France Télévisions, Arte, Paris Première, RTL, mais avec une constance, une parole libre, exigeante, incarnée. Aujourd'hui, elle publie Tenace aux éditions Albin Michel, mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, mon édito. Et en ce début de dimanche après-midi, je vous propose de nous engager pour ne rien lâcher. Oui, parce que s'engager pour ne rien lâcher, c'est refuser de céder sur l'essentiel dans un monde qui pousse en permanence à l'arrangement, au renoncement, à la normalisation de l'inacceptable. On glorifie souvent la ténacité comme une qualité individuelle, une force de caractère, une capacité à encaisser. Mais la réalité plus politique que cela. Si tant de femmes et tant d'hommes sont sommés de tenir, ce n'est pas parce qu'ils seraient exceptionnellement forts, c'est aussi parce que nos systèmes tiennent de moins en moins leurs promesses. Quand les institutions reculent, quand les protections s'effritent, quand les droits deviennent théoriques, alors la charge de la résistance se déplace, elle repose sur les individus. Et cette exigence pèse d'abord sur les femmes, dans le travail, dans la parentalité, dans la protection des enfants, dans la lutte contre les violences. On leur demande de tenir quand la justice est lente, quand les alertes ne sont pas entendues, quand les moyens manquent, quand l'institution fait défaut. Ne rien lâcher devient alors une condition de survie morale. À l'échelle du monde, les situations que nous vivons sont sans ambiguïté. En Ukraine, tenir, c'est continuer à enseigner sans électricité, soigner sous les bombes, élever des enfants dans l'incertitude, enterrer les morts et refuser l'effacement. Là-bas, ne rien lâcher, c'est empêcher la disparition d'un peuple. En Iran, ne rien lâcher a pris la forme la plus exposée, celle du corps. Depuis la mort de Mahsa Amini, les Iraniennes savent que tenir peut coûter la liberté, la prison, parfois la vie, et pourtant elles tiennent. Et aujourd'hui, cette ténacité traverse toute la société iranienne face à des conditions économiques devenues insoutenables. Elle devient un acte de résistance sociale. Aux États-Unis, la ténacité s'incarne différemment, tenir une parole, maintenir une ligne morale quand le pouvoir pousse à la brutalité, à l'exclusion, à la simplification. Ne pas céder sur les droits des minorités, sur les droits humains, sur la dignité humaine. Partout, un même mécanisme est à l'œuvre. Ne rien lâcher devient politique dès lors que cela empêche un recul irréversible. La ténacité devient résistance quand elle cesse d'être individuelle, quand elle s'inscrit dans un collectif, quand elle refuse de normaliser l'injustice et de s'adapter à l'inacceptable. Mais une ligne rouge s'impose. La ténacité devient toxique lorsqu'elle remplace le droit, lorsqu'elle masque les défaillances, lorsqu'elle transforme la résistance en norme. Tenir ne peut pas être une obligation morale imposée à ceux qui subissent, car si certains tiennent, c'est aussi parce que d'autres, institutions, dirigeants, systèmes, ne tiennent pas leur part. Mais heureusement, la ténacité ne se limite pas à résister, elle est aussi une force de construction. Elle s'invite dans nos vies ordinaires, au travail, dans l'engagement associatif, dans les choix que l'on fait. Elle forge une lucidité rare, elle apprend à voir clair dans les rapports de pouvoir, à ne plus confondre reconnaissance et légitimité. Elle construit une verticalité personnelle, celle de ne pas renoncer à ce qui fait sens, de rester cohérent entre ce que l'on fait et ce que l'on croit juste, de traverser l'adversité sans se renier. Et dans un monde qui pousse sans cesse à céder, à se conformer, à s'endurcir, tant que cette énergie circule, une énergie intérieure, continue, indomptable, le meilleur reste possible. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Anaïs Bouton. Merci de me donner la parole et bravo pour vos éditos, c'est magnifique. Ça finit sur une note si positive, ça fait du bien par les temps qui courent, je vais vous dire, Muriel. Merci Anaïs. Donc vous êtes journaliste, présentatrice et aujourd'hui vous publiez Tenace aux éditions Albin Michel. Alors c'est un livre très intéressant, qui confronte plusieurs portraits de femmes. À quel moment, quand vous avez travaillé sur ces portraits, vous avez compris que ce projet dépassait la simple addiction des trajectoires individuelles et en fait qu'il disait quelque chose peut-être de profondément politique sur notre époque, sur la société, dont les individus, mais en particulier les femmes à l'épreuve? En fait,
Tenace, ça part d'un podcast qui était diffusé sur RTL. Et puis, donc, j'ai rencontré une 60aine de femmes, mais de profils totalement divers. Connus, inconnus, riches ou pauvres, célèbres ou anonymes. Et en fait, très tôt, en réalité, votre question, j'ai compris que ce projet dépassait l'addition de trajectoires particulières, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait dans chacun des récits quand même des lignes de force qui étaient assez semblables, que la ténacité, c'était pas simplement le récit de réussite, mais c'était aussi des points de rupture, et elles étaient toutes confrontées à peu près au même, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire qu'elles avaient toutes dû, à un moment ou à un autre, montrer plus que ce qu'on demande aux hommes, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très intéressant, parce que quand on lit votre ouvrage, on voit bien que c'est, effectivement, vous le dites, la ténacité, quand on en parle, est souvent présentée comme une qualité, presque peut-être comme une vertu, mais au fil de l'ouvrage, on voit qu'elle apparaît surtout comme une nécessité. Oui. Et ça, c'est une distinction que vous le faites. Est-ce que c'est déterminant dans votre regard, Oui, cette bien sûr, distinction ? c'est pas un choix moral, en fait. Personne ne se lève le matin en se disant « je vais être tenace ». C'est en fait une façon de répondre à la vie, c'est une stratégie finalement de survie dans un environnement contraint, vous voyez, c'est-à-dire que une grande brûlée, Julie Bourges, 12 février, qui est devenue une grosse créatrice de contenu, qui a beaucoup d'abonnés, et qui d'ailleurs après la tragédie de Crans-Montana a été très active. Bon, il lui arrive un truc, elle-même prend feu un jour de carnaval, et donc elle a été forcée par la vie de devenir, de tenir. Elle raconte même qu'elle aurait pu mourir quand elle était dans le coma, et qu'elle entendait les pas de ses parents tous les jours venir, et qu'elle les sentait présents, et qu'au moment où elle a eu le choix de partir, et donc de ne plus tenir, elle s'est dit « je ne peux pas leur faire ça, je vais choisir de vivre ». Voilà. Et puis, dans des choses moins apocalyptiques, il y a Caroline Vigneault qui se dit « je suis avocate, mais qu'est-ce que... mais j'en peux plus. Qu'est-ce que je fous là, en fait, c'est pas du tout moi. Je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place du tout, et je vais devenir humoriste. Et elle fait maintenant les plus grandes salles, et c'est une des meilleures humoristes de France. Voilà. Elle s'est confrontée à elle-même, en fait. Oui, en fait, la ténacité, c'est aussi une forme de rupture. C'est de savoir choisir des passerelles différentes à un moment donné, c'est pas s'interroger. une vertu, en réalité. C'est c'est la seule façon d'être, et pour pas s'écraser ou se manquer de respect, ou ou voyager, traverser la vie en vous voyez ce que je veux dire, tordu, quoi. Alors, c'est pas vraiment un manifeste, votre livre. Non, c'est des portraits. C'est un bouquet de femmes remarquables, différentes, ouais. Et est-ce que ça change le fait d'être une femme aujourd'hui vis-à-vis de la ténacité par rapport à un homme, par exemple? Est-ce que ça se traduit de façon différente? Bien sûr, ce qui change, c'est pas la force des femmes, c'est le nombre d'obstacles banalisés sur leur chemin. Dans ce livre, les différentes femmes, parce que sur les 60 que j'ai interviewées, j'en ai pris 27, ça a été dur d'ailleurs de faire ce choix. Elles n'ont rien en commun socialement, mais elles ont toutes appris à composer avec ce doute qu'on jette sur elles. Vous savez, c'est pas sur le berceau les fées qui donnent des qualités, c'est quand vous êtes une femme, quand même, on va douter. Et donc, elles le racontent toutes plus ou moins. Il y en a qui se disent non, moi pas du tout. Alexia Laroche-Joubert, l'immense productrice que vous connaissez par exemple, et dit non, moi j'ai pas réellement ressenti ça. Si, peut-être quand même qu'il fallait donner plus que les autres, etc. Mais elle vous raconte aussi qu'elle a passé les 10 premières années de sa vie professionnelle en pantalon de treillis. Et qu'elle a très peu vu ses enfants. Ah oui, ça aussi, ça aussi, elle le raconte. Elle dit que c'est un choix. C'est juste la ténacité féminine, elle naît souvent dans l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on nous autorise à être. En fait, parce que les règles ne sont pas les mêmes pour nous que pour les hommes. Elles ne sont pas écrites, mais bien intégrées, ces règles. Donc voilà, quand Rachida Dati, qui reconnaît... qui dit je peux être brutale, mais voilà, mais c'est moi je suis rentrée dans un monde politique masculin à l'époque encore, et alors j'avais pas d'autre choix que de me mettre au diapason en fait de cette brutalité. Et puis alors elle s'en est pris plein dans la figure, elle était courtisane, enfin bon, bref, voilà. Et vous pensez vraiment que les femmes n'ont pas d'autre choix que de se mettre au diapason des hommes sur ces sujets-là ?
Je pense que c'est en train de changer. Mais que pendant très longtemps, c'est compliqué, quand vous êtes dans une assemblée d'hommes, de vous comporter avec ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on s'est quand même adapté à leur code. C'est vrai ? Martine Monteil, par exemple, la première patronne du Quai des Orfèvres, enfin, la première grande patronne historique de la PJ. Alors elle me dit, oh, moi je suis pas très féministe, etc. Machin. Mais elle me raconte quand même que son père était flic, donc elle voulait absolument, elle, le devenir. Il y avait une sorte de charge familiale. Et elle dit, il y avait marqué dans les commissariats, la police, un métier d'homme. Bon, ça veut tout dire. Alors évidemment, ça a changé depuis. Mais il a fallu quand même qu'on montre patte blanche. Et les hommes ont toujours été, eux, la norme. Donc, et moi, j'adore les hommes. Hein. Vraiment, j'adore les hommes. Donc, je ne suis pas pour les mettre dans des camps de redressement, les déconstruire, je ne sais quoi. Je pense simplement qu'il faut une mixité de regard sur le monde. Et que quand vous entendez parler, par exemple, de la violence, dans la société, etc., c'est quand même pratiquement que des hommes qui la pratiquent. Ah bah oui, je vous confirme, 95% des auteurs de violences conjugales sont des hommes, et 98% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Donc tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais tous les auteurs de violences sont des hommes. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas le même rapport, nous, à la vie. On ne donne pas la même réponse. On n'est pas dans la violence. Donc, il a fallu, pour les pionnières, pour celles qui ont commencé à faire des trucs un peu nouveaux, la police, un métier d'homme, il a fallu qu'elles se fondent dans la masse et qu'elles adoptent leur code. Et puis, il y a Nadine Piquet, qui est géniale. Nadine Piquet, elle a été la première patronne de Fleury-Mérogis, c'est-à-dire la plus grande prison d'Europe. Elle se retrouve avec des matons et elle se retrouve avec des prisonniers. Et elle est la femme. Et elle dit, j'ai longtemps cru, pour résister dans ce monde carcéral, elle dit, je suis un rat de coursive. Elle adorait faire son métier. Et elle a dit, mais je dis maintenant aux jeunes femmes qui rentrent dans la carrière qu'il faut qu'elles absolument pas se départir de sa féminité, justement, de sa douceur, de son rapport au monde. C'est très important de rester une femme. Alors, on va parler un petit peu de vous dans quelques instants et regarder si dans votre parcours professionnel, il y a aussi eu des moments où vous avez compris qu'il ne fallait rien lâcher. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes de retour dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Et aujourd'hui, nous faisons bouger la société avec Anaïs Bouton. Alors Anaïs, juste avant la pause, je vous demandais si dans votre parcours professionnel, il y a eu pour vous aussi des moments où vous avez compris qu'il ne fallait rien lâcher pour rester fidèle à ce que vous estimiez être juste et conforme à vos attentes. Ouais, enfin moi, surtout... J'ai pensé souvent, beaucoup, longtemps qu'il fallait tenir pour être accepté, se conformer à ce qu'on attendait de moi, etc. Alors que la seule chose qui vaille la peine, et ça je l'ai compris assez tardivement en fait, c'était de tenir pour rester aligné, c'est-à-dire pour être définitivement ce qu'on est. Que ça plaise ou non, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être une question d'âge, ça. On critique. Je crois. Oui, Muriel. Est-ce qu'on parle beaucoup de l'âge en ce moment? Et d'ailleurs, on parle beaucoup des femmes de 50 ans, des femmes de 60 ans. Et en fait, je crois qu'il y a un moment où l'alignement devient vital. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vital. Vital. Oui. Oui, je suis bien d'accord avec ça aussi. Ce livre aurait pu s'appeler Aligné, d'ailleurs. C'est ça, en fait, qui est fondamental. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ça fait une force. Ça structure vraiment une capacité d'être, une capacité à agir et à choisir. Bien sûr. La ténacité, en fait, comment dire, elle transforme le rapport aux limites et c'est un acte de clarté, en fait. De soi par rapport à soi. C'est enfin avoir trouvé qui on est et faire les choses en conscience. Alors, est-ce que la ténacité, si on regarde de façon un peu collective, c'est pas aussi une façon de faire porter aux individus ce que les systèmes ne prennent pas en charge? Ça, c'est ce que vous disiez. Ça, vous l'avez perçu? Oui, ça, c'est ce que vous disiez dans votre éditorial, d'ailleurs.
En fait, la faute change de camp. Quand les systèmes sont un peu défaillants, c'est ce que vous disiez, effectivement, on fait porter plutôt le poids sur les individus, et alors encore mieux sur les femmes. Encore mieux si c'est une femme, parce qu'elles sont beaucoup plus résilientes. Je vais vous dire un truc. Je présentais une émission avec Thomas Hugues qui s'appelait La Curiosité. On recevait tous les jours des femmes, des gens, pas des femmes, sur des sujets. Mais c'était très varié. C'était les maîtresses de Louis XV, les champignons, le Big Bang. Enfin, vous voyez. Quand c'était une femme qui avait écrit le livre, elle nous disait non, mais je sais pas si je vais pouvoir venir parler parce que vraiment, je sais pas si je maîtrise bien le sujet. Elle se posait 1000 questions. Elle nous disait prenez le gars qui a écrit la préface. Et le gars était déjà au maquillage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc très puissant chez les femmes, à part le système qui les contraint plus que les hommes, c'est leurs limites. Elles sont leurs propres limites, en fait. Oui, il y a une question de légitimité. Les femmes se posent toujours une question de légitimité. Mais enfin, c'est quand même incroyable qu'on continue à se la poser en 2026. Muriel, il serait temps que ça... on œuvre pour ça, vous et moi, au quotidien, je crois, dans des activités respectives en dehors de cette émission. Alors, il y a quand même, est-ce que, au travers de toutes ces femmes qui sont professionnellement, socialement assez différentes, est-ce que il y a quand même une pression que vous avez trouvée qui se répète dans tous ces milieux, dans toutes ces expériences ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un dénominateur commun quand même ? Non, c'est enfin, il y a un dénominateur commun, c'est quand même qu'elles ont dû faire plus ou moins toutes leur trou. C'est qu'il a fallu qu'elles prouvent beaucoup plus et beaucoup plus. Le parcours est plus difficile pour elles que pour les hommes. Et même celles qui disent non, pas du tout, comme Martine Monteil, je subodore que c'était pas si simple quand même. Ouais. Voilà. Elles ont Rada Hatem, par exemple, qui est merveilleuse, vraiment merveilleuse, une femme incroyable qui a monté la Maison des Femmes, qui a été une très grande gynécologue, une très grande médecin. Elle dit moi j'ai monté la Maison des Femmes. Si j'avais voulu avoir mes enfants et devenir professeur de médecine ou faire une carrière importante au sein de l'hôpital, etc., j'avais contre moi des mandarins redoutables, des hommes qui n'entendaient pas, et je n'y serais parvenue, je n'y serais pas parvenue, j'aurais dû sacrifier mes enfants ou je sais pas quoi. De toute façon, ça tombe bien, ça m'intéressait pas du tout. Mais c'est pareil pour Karine Dabadi, la médecine légiste, c'est pareil pour la jeune Nina Métayer, qui est la meilleure pâtissière du monde et qui vous explique qu'elle en avait tellement marre de se faire, quand elle a commencé les stages, on la mettait à la caisse, elle disait non mais moi je veux le faire le pain, je veux lui faire les gâteaux. Alors quand on a fini par comprendre qu'elle était vraiment douée, eh ben, mais elle avait sans cesse des remarques, des trucs, et elle s'est dit bon, je vais monter ma boîte, au moins on viendra pas m'emmerder, si vous me permettez l'expression, Muriel. Voilà. Oui, donc le point commun, c'est ne rien lâcher, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. C'est vraiment pour ça. C'est pour ça que vous avez aussi intitulé ce livre de cette façon-là. Oui, exactement. Alors, quand on dit ne rien lâcher, on peut souvent tomber dans des postures individuelles. Collectivement, sur quoi on ne doit pas lâcher pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se joue de décisif pour les femmes aujourd'hui, particulièrement ? On ne doit pas lâcher sur la parité et sur l'égalité salariale qui est la mère de toutes les batailles. Collectivement, on ne doit pas lâcher là-dessus et on en est encore loin. Voilà. Et quand vous voyez que certaines personnes, et notamment des femmes d'ailleurs, ça m'hallucine. Là-dessus, je suis très comme Mercedes Hera, qui est la très très grande patronne d'agence de pub, la meilleure agence de pub probablement de France, et qui a beaucoup œuvré. Qui s'est rendu compte, elle a monté cette agence avec 2 partenaires, et puis elle s'est rendu compte au bout d'1 an, ils avaient de très bons résultats, etc., que les 2 gars, ils avaient eu des actions, mais pas elle. Oui. Mais c'est extraordinaire. Donc elle va leur dire, dites donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ils disent, ah non, c'est pas nous, c'est en haut. Donc elle dit, très bien, je vais voir en haut. Donc elle est allée voir le chef, qui a dit, non, mais pas du tout, je sais plus. Mais oui, c'est bizarre. On a oublié, Mercedes, enfin, bien sûr. Et donc, si vous voulez, tout devait être il faut être acharné, quoi. Il faut tout contrôler. On salue Mercedes, que j'aime beaucoup, et j'étais pas très loin quand ça lui est arrivé, et je comprends ce qu'elle a ressenti. Alors, vous êtes aussi vice-présidente de l'association pour les femmes dans les médias, un rôle qui vous place aussi au cœur des sujets de parité et de visibilité. En France, les femmes représentent près de 48% des journalistes, ce qui est quand même une grande avancée, mais elles restent, on le sait, sous-représentées dans les fonctions d'influence et dans la visibilisation des contenus. Oui. Sur quoi bute encore cette parité effective ?
Je pense sur la volonté des hommes, mais enfin, il faut aussi les comprendre. Ils ont été, si vous parlez de quotas, ils ont été le quota pendant 2000 ans. Donc, on partage pas comme ça le pouvoir. C'est normal. Les petits garçons, il faut leur apprendre à prêter leur jouet. Sinon, par nature, ils ont aucun intérêt. Les femmes, vous avez raison, Muriel, elles sont plus nombreuses à l'écran, dans la rédaction, sur les terrains. D'ailleurs, c'est ce que tous nos amis nous disent de temps en temps. Bon, enfin, il n'y a plus que des femmes à la télé, etc. Bon, d'accord. Mais là où commence le pouvoir éditorial, alors là, ça chute drastiquement, les chiffres. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant et demander des comptes. Voilà. Et c'est pour ça que la parité, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est pas que dans les milieux que moi je peux fréquenter. C'est aussi, vous voyez qu'il y a une loi, là, on va avoir les élections municipales dans quelques semaines. Et d'ailleurs, la parité, elle est obligatoire maintenant. Les quotas, c'est bien. Oui, c'est très essentiel. Bien, les quotas, c'est essentiel. De toute façon, s'il n'y a pas de quotas, ça monte pas au cerveau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour les embarquer, ces hommes ? Mais je pense qu'il faut leur parler gentiment. Je sais pas. Je pense que ils vont finir par y venir, par considérer. Mais ça serait bien qu'ils y viennent pas par contrainte, c'est bien qu'ils y viennent par conviction quand même. Mais je vous dis, Muriel, que c'est très compliqué de partager le pouvoir quand vous l'avez et que vous l'avez depuis si longtemps et que ça vous paraît tellement normal que vous voyez pas pourquoi vous devriez le partager. Ça, c'est Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale, qui m'en a parlé et elle le raconte dans le livre. Elle dit que mais on lui a collé des coups de couteau, son propre camp. En lui disant, mais comment tu vas faire pour élever les enfants ? Enfin, bref, nous, on a Roland Lescure, il est vachement mieux que toi, etc. Elle a dû se battre et elle s'est battue comme une enragée, je vais vous dire. D'abord, je crois que c'était la commission des... Non, c'était pas la commission des finances, c'était une commission des affaires sociales, ou je sais pas, bref. Et deuxième truc, devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Mais quand vous lisez les pages quand elle vous raconte son parcours politique, elle était complètement novice, elle avait juste envie de faire bien. En plus, pour moi, et je lui ai dit, on en a beaucoup parlé, la politique, ça a quelque chose à voir avec la maternité, c'est-à-dire envisager le futur pour d'autres, l'avenir, vous voyez. Et donc, elle a 5 enfants, elle sait de quoi elle parle. Donc, elle était, je sais pas, elle était engagée, elle était enthousiaste, elle avait monté une antenne des Restos du Cœur, elle avait 5 enfants, elle avait travaillé, pas travaillé, elle était avocate. Enfin bon, elle avait vraiment un beau cursus, quoi. Elle y est arrivée. Comme toutes ces femmes qui sont dans ce livre tenace et qui prouvent que ne rien lâcher permet d'atteindre la plupart du temps les buts que l'on s'est fixés. Alors merci beaucoup Anaïs pour cet échange. Merci Muriel. Tenace prolonge le travail que vous menez depuis plusieurs années au travers de ce podcast éponyme qui continue. Pas encore. On en reparlera. Ouais. Donc. Ok. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio, en podcast sur sudradio.fr. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et je vous laisse tout de suite avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.